Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez composé des centaines de mélodies que nous avons toutes et tous fredonnées un jour ou l'autre, des notes dans l'air du temps qui demeurent aujourd'hui dans l'air de tous les temps. Bonjour Vladimir Cauchemar. Bonjour Jacques Pessis, merci pour votre introduction flatteuse. Et bon, pourvu qu'elle soit vraie, mais enfin... Elle est sincère en tout cas. Et c'est vrai qu'on va évoquer votre parcours et puis ces concerts que vous allez redonner au Grand Rex le 15, 16 et 17 octobre. Et votre parcours, il est à la démesure de votre œuvre, c'est-à-dire il est étonnant. Le principe de l'émission, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, vous concerne pas directement, mais presque, c'est le 6 mars 1945, le Parti communiste arrive au pouvoir en Roumanie. Et là, effectivement, c'est un tournant pour vous et votre famille, Vladimir Cauchemar. Mais écoutez, c'est un tournant, c'est un grand mot, parce qu'on n'était pas les bénéficiaires premiers de l'arrivée du Parti communiste que dans le sens où les fascistes étaient évacués, il n'y avait plus de nazis et tout ça. Donc pour nous, l'arrivée des soviétiques et l'arrivée des communistes, c'était un bienfait, quoi. C'était quelque chose de positif. Et c'était la joie, c'était la fête, c'était des manifestations comme on ne peut pas imaginer aujourd'hui, puis quand on sait ce que le communisme a fait par la suite. Mais nous, on ne le savait pas. Donc on a reçu ça comme une libération du joug nazi. Voilà. L'armée rouge, en effet, a libéré le pays, et ça a changé la donne. Alors simplement... Ça a changé, et ça m'a bloqué là-bas. Oui. C'est-à-dire que mon père voulait revenir en France, il voulait faire sa vie à Paris, puisqu'il a fait ses études, le lycée Janson de Sailly à Paris, il a fait le conservatoire, il a travaillé avec Jean Wiener. C'est le seul élève de Jean Wiener connu. On va en parler justement, parce que finalement, vous êtes né à Bucarest, mais vous avez été conçu à Paris, je crois. Exactement. Mon père était avec ma mère ici quand en 1939. Son père à mon père, donc mon grand-père est décédé. Mon père a voulu faire un cours, aller à l'enterrement de mon père, et puis la guerre a éclaté et il a été coincé et retenu en Roumanie pendant des dizaines d'années. Et puis il a fait sa vie et sa carrière, une belle carrière, dans la Roumanie communiste. Voilà, on va en parler. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que donc, votre père, Vladimir Cauchemar, était interne à Janson de Sailly, lycée parisien. Et parmi les anciens élèves, il y a Antoine d'Ormesson, compositeur de musique de film, comme vous, et qui a été le cousin de Jean d'Ormesson et le fils de Vladimir d'Ormesson, à qui vous devez votre prénom. Voilà, exactement. C'est vrai. D'ailleurs, on me prend toujours pour un Russe à cause de ce prénom Vladimir. Et en fait, je dis toujours non, mon père m'a donné son prénom par amour pour la France. Oui, car Vladimir d'Ormesson était ambassadeur. Voilà, ambassadeur de France en Roumanie à ce moment-là. Alors, votre père, donc, il est pianiste. Quand vous dites qu'il a été le seul élève de piano de jazz de Jean Wiener, il faut savoir que Jean Wiener, pour celles et ceux qui ne savent pas, il a fait plus de 350 musiques de films et il a fait la musique d'un générique de télévision qui fait partie des émissions cultes. Entre 74 et 86, il y a eu Histoire sans parole, dès qu'il y avait un interlude, un trou dans les programmes, et c'est lui qui a fait la musique de cette émission. C'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire la musique n'est pas de lui, c'est lui qui la joue, mais c'est une musique existante américaine qu'il a repris et qui a transformé en générique d'émission. Et maintenant on confond, on se dit c'est une musique de Jean Wiener, mais c'est pas lui qui se l'est approprié, c'est l'histoire qui lui a offert ce cadeau. C'est encore plus beau. Alors, il se trouve, Vladimir Cauchemar, que votre père, je crois qu'il s'appelait Théodore, oui, a découvert le jazz en France quand le jazz vraiment en était à ses prémices. Exactement, exactement. Le jazz naissait, il était déjà bien né en Amérique, mais il arrivait en France et mon père était là et Jean Wiener a contribué énormément au rayonnement et la connaissance du jazz en France. Il avait travaillé dans le Bœuf sur le 3, il jouait du piano tous les soirs, et donc il avait un duo extraordinaire avec Doucet, un autre grand pianiste belge. Il y avait un duo célébrissime, Wiener et Doucet. Et mon père était son ami, il me raconte comme il arrivait chez Wiener, rue de la Trémoille, où habitait Jean Wiener, où maintenant
j'habite partiellement moi aussi parce que j'ai acheté l'appartement qui est au-dessus de celui où habitait Jean Wiener. Bon, donc mon père venait chez Jean Wiener et il l'attendait sur l'escalier pendant des heures. Donc votre père, lui, attendait Jean Wiener pendant des heures. Donc mon père venait, il attendait et il trouvait dans la porte de l'appartement de Wiener Doucet, Clément Doucet, qui était le pianiste, qui l'attendait aussi depuis encore 1 heure ou 2 heures. Il dormait là, il dormait en l'attendant. Voilà, donc ils étaient à 2 à l'attendre. Alors, il se trouve que le premier orchestre de jazz français, on a un peu oublié, il est arrivé au Casino de Paris en 1917, en pleine guerre, avec un garçon qui s'appelait Harry Pilser et une danseuse, Gaby Delis, et ça a été la première fois que les Français et les Parisiens ont découvert le jazz venant de New York. Alors, il se trouve que votre père donc a importé le jazz en Roumanie, et c'était pas une évidence. Il n'était pas bien vu pour ça. Non, il n'était pas bien vu pour ça. D'ailleurs, on n'appelait pas jazz. Jazz, on appelait orchestre de musique légère, Oui. de musique de variété. Donc, il a été pendant des années le chef d'orchestre, directeur de l'Orchestre national de la radio de Roumanie, et ensuite, il a été nommé directeur de l'Orchestre Electricorde, qui était un orchestre qui fabriquait tous les disques de Roumanie. Mais donc, il avait son orchestre et il écrivait, il dirigeait l'orchestre, dont à partir de 13 ans, j'ai commencé à faire des arrangements pour cet orchestre qui avait une production mensuelle. Ouais, c'était le plan quinquennal, on faisait 5 pièces par semaine, enfin c'était très organisé comme ça. Oui, car effectivement, avec une famille comme la vôtre, je crois qu'il y avait Edgar Cosma, votre oncle, qui était compositeur, une de vos grands-mères pianistes, vous ne pouviez pas échapper à la musique, Vladimir Cosma. J'ai été condamné. Voilà. J'ai été condamné à faire de la musique. Et curieusement, votre mère est non seulement aussi musicienne, mais championne d'Europe de natation. Oui, champion d'Europe de natation et de Roumanie, crawl sur le dos en particulier. Voilà. Donc vous nagez très vite dans la musique, et je crois qu'au départ, votre premier instrument, c'est le violon, parce qu'il n'y a pas de place à la maison. Voilà, après la guerre, on n'avait pas un grand logement, on habitait presque une chambre de bonne aménagée. Et donc, pour me mettre à la musique, un jour, mon père m'a amené un violon pour que je commence à travailler, en attendant le jour où on aura un appartement plus grand pour pouvoir y mettre un piano. Mais ce jour-là n'est arrivé que quand j'avais 15 ans ou 14 ans, quelque chose comme ça, où on a eu enfin un appartement plus grand, où on a pu installer un piano, un petit piano Manborg, ça s'appelait la marque Manborg, qui était tout petit, et qui m'a donné le goût des harmonies, des accords, de la composition, de la vraie musique, pas uniquement de la musique à une seule note, comme le violon. Mais le violon m'a donné certainement le goût de la mélodie, le goût de la ligne mélodique, et voilà, ces deux choses ont donné un peu ce que je suis. Voilà, mais à 8 ans, vous faisiez des concours de violon avec votre père au piano, je crois, Vladimir Cosma. Voilà, je donnais des concerts déjà, je jouais le concerto à la mineure de Bach, je jouais de caprices de Paganini, enfin j'étais un petit enfant prodige. Voilà. Un petit peu comme Yehudi Menuhin, d'ailleurs, qui était... tout petit peu, tout petit. Car vous l'avez vu, Yehudi Menuhin, à Bucarest. Je l'ai vu, oui, je l'ai vu parce qu'il est venu dans la période communiste, il est venu parce qu'il est très lié à Enesco et à la Roumanie en général. Il a passé même quelques temps pour travailler avec Enesco là-bas, et il venait de temps en temps, il avait une tendresse pour ce pays. Et alors, il se trouve qu'à 13 ans, il joue à Berlin, et l'un des spectateurs, c'est Albert Einstein, qui est violoniste aussi, et qui dit « Je sais maintenant qu'il y a un Dieu au ciel ». C'est une belle formule. Oui. Alors, et ensuite, vous faites le conservatoire, bien sûr, Vladimir Cosma. Je fais le conservatoire à Bucarest, de violon et harmonie, solfège, contrepoint, toute la panoplie du parfait musicien qui veut savoir et qui doit savoir. Et voilà, j'ai fini le conservatoire, j'ai eu mes prix à Bucarest, et c'était vers les 18 ans, 19 ans, avec un petit intermède où j'étais exmatriculé. Je ne sais pas si ce mot existe en français.
oui. Jeté du conservatoire. Vous étiez considéré comme décadent. Voilà, on me considérait comme un élément décadent, car j'aimais Ravel, j'aimais Debussy, j'aimais la musique française principalement, alors qu'il fallait aimer la belle musique russe, Shostakovich, Prokofiev, etc. Mais j'aimais en plus, et encore mieux, la musique française, la musique de jazz américaine, les chansons françaises. Donc j'étais un peu pourri par toutes ces influences-là. Et en plus, j'avais la malédiction d'avoir reçu en cadeau une motocyclette Java que mon père m'a amenée qu'il avait acheté lors d'une tournée en Tchécoslovaquie. Et il est venu avec une moto Java, et je me promenais dans Bucarest, où il n'y avait pas tellement de motos ni de voitures, tout ça. Je me promenais avec cette moto-là, et alors j'étais un peu dans le viseur du régime, quoi. Voilà, mais ça s'est arrangé finalement. Ça s'est arrangé parce que donc on m'a, dans une énorme séance où il y avait tous les étudiants de musique, de peinture, de théâtre, etc. J'ai été jugé devant 3000 personnes. J'ai dû venir sur scène, faire le mea culpa, faire mon autocritique à l'instigation, au conseil de mes professeurs. Et puis on dit vas-y, je dis que c'est des erreurs de jeunesse, etc. Bon, donc je suis arrivé, j'étais mort de peur, mais enfin, j'ai pris la parole, j'ai expliqué que, en fait, j'ai fait tout ça, que j'étais jeune, mais que je vais changer, mais qu'en fait, et c'est là où ça a été mon erreur, en fait, la musique que je faisais n'était pas si loin de ce qu'on attendait, puisqu'elle était diffusée à la radio, elle était diffusée partout, donc elle était sur la ligne imposée par le parti. Alors là, Monsieur Denalaké, qui était le chef du comité central, et m'a dit, comment ? Vous avez dit que le parti vous impose une ligne ? J'ai dit, non, excusez-moi, j'ai pas voulu dire imposer, j'ai voulu dire suggérer, voilà, sur la ligne suggérée par le parti. Non, vous n'avez pas du tout eu un lapsus, c'est ce que vous pensez réellement. Vous pensez réellement qu'on vous impose des choses, eh bien, on va vous envoyer dans une usine pour voir comment vivent les ouvriers et comment la vie est difficile et comment ça, et vous allez comprendre, vous allez revenir un peu sur terre. Alors, quand j'ai vu que j'étais perdu, je me suis énervé un peu, j'ai dit, écoutez, camarade Denalaké, bon, vous menacez de m'envoyer dans une usine, mais moi j'aime les usines, j'aime les ouvriers, envoyez-moi, j'aime bien les rencontrer, les voir, etc. Bon, donc, voilà, la salle, tous les étudiants sont énervés un peu, ils ont commencé à applaudir, à scander mon petit nom de Roumanie qui était Bimbo, on m'appelait Bimbo, 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 toute la salle. Et on n'a pas osé à me jeter immédiatement, mais un mois plus tard, il y avait une notice devant le conservatoire que j'étais exmatriculé, c'était ça le mot. Voilà, il y a eu d'autres choses ensuite plus joyeuses, on en parle avec une autre date, le 9 février 1968. A tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Cosma. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vladimir Cosma. On parlera tout à l'heure de ces concerts que vous allez donner à Paris en octobre. Et puis une date 9 février 1968, une date importante car c'est la sortie de ce film. Alexandre le Bienheureux, c'est votre première grande musique de film en France, Vladimir Cosma. Voilà, c'est la première grande musique de film que je signe. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai travaillé pendant des années comme assistant de différents grands compositeurs comme Michel Legrand, Claude Bolling, etc. Et où j'écrivais des musiques, mais mon nom ne paraissait pas, ou très rarement. C'est maintenant que je me suis aperçu qu'il paraissait quand même, parce que j'ai vu sur les Demoiselles de Rochefort, j'ai vu à la télévision, j'ai vu musique arrangée et dirigée par Vladimir Cosma. J'étais étonné parce que
C'était pas prévu. Non. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est paru comme ça, mais on peut le constater. Bon, Mais, et alors surtout, Alexandre de Bienheureux, ça vous permet de rencontrer Yves Robert. Il faut savoir qu'au départ, c'était une réaction à un poème de La Fontaine qu'il détestait, Le laboureur et ses enfants, d'où l'idée de faire un personnage qui passerait son temps à faire la sieste. Et je crois que ça a commencé pour vous quelques années plus tôt. D'abord, quand vous êtes arrivé en France, vous avez pu rencontrer Michel Legrand, Vladimir Cosma, à la salle Oui. Gaveau. Écoutez, je l'ai rencontré, c'était une des 4 personnes que je souhaitais à tout prix rencontrer à Paris. Jean Vienner en premier, Michel Legrand, Martial Solal, et puis Nadia Boulanger. Bon. Alors, Michel Legrand, j'ai voulu le rencontrer parce que j'avais une énorme estime et admiration que je continue d'avoir pour lui. Et je voulais le rencontrer. J'ai essayé pendant une année d'avoir un rendez-vous. C'était impossible, c'était difficile. J'ai essayé par Francis Lemarque, qui était un ami de lui, qui me promettait, etc. Puis un jour, je vois un concert Michel Legrand à la salle Gaveau. J'y vais avec mon père. J'assiste au concert et après, on va dans les coulisses. Et mon père, qui était enfin, il poussait, quoi. Il va voir Michel Legrand et il vous dit, voilà, j'ai un fils, j'aimerais bien que vous le rencontriez, etc. Il me le présente et j'arrive à avoir la promesse d'un rendez-vous avec Michel Legrand qui a eu lieu un mois plus tard chez lui, rue Michel-Ange, où il habitait à l'époque, où j'ai cassé ma première dent en mangeant une langouste. Il m'a bien traité, vous voyez, au déjeuner, une belle langouste, j'ai croqué les pattes et tout ça, et j'ai eu ce petit incident, mais ça valait la peine, parce que je l'ai rencontré, on a fait un très très bon contact, et il a écouté mes musiques, et on s'est promis de se voir de temps en temps. Moi, en temps, j'ai commencé à faire des arrangements à Paris, à chercher. Je jouais du violon. Je suis entré au Conservatoire national de musique de Paris à l'alto. Enfin, j'ai essayé d'exister. Vous aviez quitté la Roumanie non sans difficulté, Vladimir Cosma. Assez facilement, au contraire. C'est-à-dire que j'ai été acheté, notre famille a été achetée par un grand milliardaire anglais qui s'appelait Jacobert, qui faisait ça pour des raisons humanitaires. Il achetait des gens qui étaient en prison ou qui, je ne sais pas quoi. Il y avait des raisons. Il fallait que les familles ou que des personnes de l'étranger lui donnent l'argent pour pouvoir faire le troc avec le Parti communiste. Donc un jour, on m'a appelé. Mon père était à la mer à Mamaya, où il était en train de jouer pour les dignitaires du parti de l'époque, Gheorghiu-Dej et tout ça. Et moi, j'étais seul. Et tout d'un coup, j'ai vu la police qui arrive, qui m'ont dit, bon, écoutez, où est votre père, votre mère? Ils sont pas là. Bon, bah, sachez que dans 2 semaines, vous devez quitter le pays. Moi, je disais, mais je veux pas. Pourquoi quitter le pays? J'étais bien. Enfin, j'avais fini le conservatoire. J'avais une place, j'avais du travail, j'avais des choses. Mon père travaillait. J'avais l'impression que c'était un piège. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on me fait pour me faire dire que je veux partir. Alors, j'ai dit non, je veux pas partir. Alors, il me dit bon, bah écoutez, venez voir monsieur le maire. Donc, il m'amène pour voir le maire qui me dit écoutez, vous devez quitter impérativement en 2 semaines le pays. Bah, je dis la même chose. Je dis, mais écoutez, si je dois le quitter en touriste, on allait faire un voyage de plaisir, d'agrément et revenir. D'accord, mais alors il me dit, vous ferez ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas encore une fois cette chance, m'a-t-il dit. Il m'a pas donné plus de détails, j'ai pas su ce qui se passait. J'ai pris ma moto dont je vous parlais avant, je suis allé à la mer, au bord de la mer, rencontrer mon père qui était avec son orchestre. Je lui ai dit, et alors mon père a avoué avoir organisé tout ça, organisé avec Catherine Sauvage, il y avait Yves Montand, il y avait des artistes.
Français qui étaient communistes et qui venaient de temps en temps dans les pays de l'Est et en Roumanie pour donner des récitals. Et ils savaient, et il y avait surtout Madame Salabert. Madame Salabert, c'était un des plus grands éditeurs français, qui était la femme de Monsieur Salabert, Francis Salabert, mais elle était d'origine roumaine. Elle s'appelait Minescu. Donc elle venait en Roumanie, elle m'a connu à cette occasion parce qu'elle voulait voir les talents roumains qui se trouvaient pour éventuellement les sortir de Roumanie. Donc il y a une organisation qui s'est faite sans que je sache, sous l'instigation de mon père, et tous ces gens ont payé la somme demandée pour nous sortir. Mais c'était pas un cadeau, c'était un prêt qu'on nous faisait. Donc on est parti par le train, et je me rappelle que le premier arrêt, ça a été à Lausanne. On est sorti du train et on est allé voir un grand avocat à Lausanne. Avec mon père savait ce qu'il faisait, et ce grand avocat nous a fait signer un contrat, une reconnaissance du désir de quitter le pays, qu'on était d'accord et qu'on devait. Je ne sais pas si je dois dire la somme, mais c'était une somme énorme. À l'époque, c'était 350 000 $ ou quelque chose comme ça. Vous voyez, comme 10 fois aujourd'hui, 3 millions. Parce que mon père, qui était un personnage très important, très connu, tout ça, quittait le pays. Tous les disques qu'il avait signés ont dû... Toutes les étiquettes ont été changées, tout ça. C'est fou, ça. Enfin, ça a été toute une histoire invraisemblable. Alors, ensuite, vous êtes donc arrivé en France. Vous avez fait donc ce film avec Yves Robert, qui vous a réengagé pour le film suivant. Le Grand Blanc avec une chaussure noire, classique des classiques, et c'est grâce à vous que les Français, Vladimir Cosma, ont découvert la flûte de Pan, et finalement... Et le folklore, la notion de musique roumaine. Voilà. Et surtout, Yves Robert ne voulait pas de cette musique au départ. C'est-à-dire qu'il avait, dans le scénario du film, il était question d'un pastiche de James Bond, de musique, d'espionnage, quand on voyait Pierre Richard qui arrivait à l'aéroport sur les marches de l'escalator, etc., il fallait qu'il y ait un pastiche de James Bond pour signifier le fait que c'est un faux espion. Bon, moi, j'ai toujours détesté les pastiches, les à la manière d'eux, et en matière musicale, je n'ai jamais fait de caricature musicale. La musique, moi, je la respecte, je l'aime dans toutes les formes et dans tous les genres. Je n'aime pas qu'on se moque de ça ou qu'on fait des plaisanteries. C'est pour ça que souvent, je refuse d'ailleurs des émissions dans lesquelles il y a beaucoup de comiques qui prennent ça sur un ton trop désinvolte et trop... alors que je suis le champion des musiques de comédie. J'ai fait mon nom, mais j'ai jamais fait une musique, un pastiche à la manière d'eux. Et alors là, donc, vous avez fait une autre musique et il l'a accepté. Là, je lui ai dit, écoutez, un espion, ça peut être signifié pas forcément par un espion anglo-saxon, ça peut être tout simplement l'espion qui vient du froid. Il existe cette notion-là d'un pays mystérieux, de la Roumanie, de la Russie, de quelque chose. Ça donnera un côté, un signe d'interrogation, une intrigue. C'est un peu décalé par rapport à la musique. Et j'ai eu l'idée de la flûte de Pan que les Français ne connaissaient pas. Et je lui ai proposé ça. Comme il était extrêmement ouvert, et c'était quelqu'un de populaire, d'intention artistique, mais populaire de qualité. C'est-à-dire que c'était pas fouillé au bas des goûts populaires, mais il a trouvé cette idée intéressante et il m'a laissé la faire. On connaît la suite, le résultat, et ça n'a pas été votre seul succès. On en parle avec une autre date, le 17 décembre 1980. A tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Cosma. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vladimir Cosma. Nous parlons tout à l'heure de ces concerts que vous redonnez au Grand Rex à Paris. Et puis le 17 décembre 1980, il y a un film qui est sorti
dont la musique demeure dans toutes les oreilles. Dreams are my reality, the only kind of Richard Sanderson, La Boum. Et là, c'est un succès phénoménal que vous n'attendiez absolument pas, Vladimir Cosma. Écoutez, je n'attendais pas un succès phénoménal comme ça, mais j'attendais que ma musique plaise. Puisque quand on fait des musiques, on les fait d'abord pour soi-même et on les fait pour les autres. Et on a toujours l'espoir et le désir qu'elles aient du succès et qu'elles plaisent. Ouais, ce qui m'étonne, moi, le plus, c'est pas quand une musique a du succès, c'est quand elle n'a pas de succès. Parce que quand elle a du succès, c'est fait pour ça. Je la fais pour ça. Quand elle n'a pas de succès, je suis complètement désorienté et je me dis qu'est-ce qui se passe, que j'ai pas bien fait, pourquoi, qu'est-ce que c'est, bon. Et donc, je m'attendais pas que ça soit un succès mondial, que ça soit 30 ou 40 millions de disques vendus, qu'aujourd'hui, on est à 50 ou 60 ans depuis, et qu'elle est à plus d'actualité qu'au moment où je l'ai faite. Elle est dans toutes les pubs les plus à la mode, les Uber, les Coca-Cola, les choses comme ça. Donc, ça veut dire elle n'a pas vieilli, elle est encore là. Oui, et en plus, vous avez démontré avec cette musique que vous touchiez à tous les genres, parce que bon, vous n'êtes pas du genre à aller dans les discothèques, je crois que vous n'y êtes jamais allé. Non, jamais. Et là, il fallait faire une musique de discothèque. Voilà, il fallait faire une musique, mais en fait, j'ai fait cette musique comme j'ai fait toujours mes musiques, c'est-à-dire que je parle d'une idée mélodique, je ne pense pas discothèque ou pas discothèque, ou film ou pas film, ou opéra ou autre chose. Je cherche un thème, quelque chose qui m'apporte à moi-même quelque chose et qui me semble parfaitement fait sur le point de vue de la forme. Et une fois que j'ai fait ce thème-là, après, je l'arrange, je l'adapte. Et si vous voulez, l'adaptation de ce thème que j'ai trouvé pour La Boum jusqu'à la réalisation de la chanson, ça a été presque un an pour faire l'arrangement, pour trouver le chanteur, pour lui donner la forme. Parce que la forme de la chanson, je ne connaissais pas la forme des slows. Il fallait savoir pour moi, qu'est-ce que c'est un slow. Moi, je sais ce que c'est une fugue ou un concerto ou tout ça, mais un slow, je ne savais pas. Bon. Mais qui peut plus, peut le moins, a priori. Donc, j'ai appris ce que c'est un slow, qu'il y a une introduction de 4 mesures, qu'il y a 6, que le tempo est 60 à la noire. Enfin, j'ai disséqué ça comme on dissèque une symphonie de Beethoven, ouais, pour savoir comment c'est fait. Et une fois que j'ai appris la clé de fabrication, j'ai pris le thème que j'avais fait avant, sans penser du tout à tout ça, et je l'ai transformé en ce qu'il est devenu. Alors, il faut savoir aussi que le succès n'a pas été immédiat. Quand le film est sorti, il s'est retrouvé 6e au box-office la première semaine, puis ensuite il y a eu le bouche à oreille, et le film est resté à l'affiche pendant 35 semaines à Paris. C'était même un record. Oui, écoutez, le film a démarré comme un vrai bide. Les premiers jours, il n'y avait personne dans la salle. Mais la musique a démarré en trombe d'emblée. C'est-à-dire que d'abord, elle a été refusée dans toutes les radios, Europe 1, RTL et tout ça. Et heureusement, j'ai eu une amie qui m'a... Je lui ai dit, tu peux pas parler avec Drucker. C'était Drucker, l'homme providentiel, qui puisse la faire passer sur RTL, etc. Elle m'a dit, oui, je vais lui parler de ça. Mais après, elle est venue, elle m'a dit, écoute, Drucker, il ne peut pas imposer une musique sur la chaîne, mais ce qu'il peut faire, c'est vous faire venir dans 2 émissions qu'il a, L'Inconnu dans le camion, j'étais dans un camion, et après une émission avec Philippe Labro, le vendredi, et dans ces 2 émissions, vous parlez de cinéma, de ce que vous faites, et vous pouvez passer vous-même ces 2 chansons, la chanson, 2 fois. Et voilà, on verra la réponse. Et la réponse a été foudroyante. C'est-à-dire que la vendredi, après l'émission, le lendemain, le samedi, on m'appelait de tous les magasins de disques de Paris, le Lido, tous les grands marchands, j'ai oublié exactement le Nuggets et tout ça, les noms.
me disait, mais monsieur Cosma, qu'est-ce que c'est cette musique? On nous demande, on a eu 25 demandes dans chaque magasin ce matin, on ne peut pas livrer, etc. Donc ça a été un raz-de-marée de la demande publique, ce qui fait que sur RTL, le lundi, Monique Lemarcy m'appelait, me disait, écoutez, on s'est trompé, on met votre musique en programmation intensive à partir d'aujourd'hui. Et voilà. Et c'est comme ça que le public décide toujours. Et il y a une autre musique aussi, Vladimir Cosma, qui est culte et qu'on voit partout aujourd'hui sur YouTube, c'est celle-ci. La danse de Rabbi Jacob, toutes les générations la connaissent. Oui, vous l'avez située après la boum, oui, alors qu'elle est avant. C'est avant, mais c'est en même temps, il fallait une date. Oui, bien sûr. Et là, si vous voulez, c'est Gérard Houry. Et Gérard Houry, vous l'avez connu grâce à un homme qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui est un extraordinaire réalisateur, qui est François Reichenbach. Exactement. J'avais fait la musique d'un film de François Reichenbach. Et à la fin du film, Reichenbach a été très content. Il était très musicien, François Reichenbach. Il avait fait des films sur Rubinstein. Il a fait 400 films extraordinaires qui sont bloqués aujourd'hui pour des histoires de succession. Alors que ce sont des chefs-d'œuvre qui racontent le monde d'aujourd'hui. Ah oui, bon, à l'époque, ils n'étaient pas bloqués. Il passait, il avait fait des films sur Ravel, sur Brahms, enfin, beaucoup de films musicaux. Il a fait d'autres aussi. Et Gérard Houry, c'était un de ses meilleurs amis. Et Reichenbach m'a dit, tu sais, Houry fait l'année prochaine le plus important film français avec De Funès, c'est Les Aventures de Rabbi Jacob. Et il y a une seule personne qui peut faire la musique de ce film, c'est toi. Je vais lui en parler. D'accord. Bon, il m'a dit ça. Alors, je ne le voyais pas, aucune, pendant des mois. Après, je le rencontrais de nouveau au Trocadéro. Il me disait, tu sais, Vladimir, Gérard Houry va faire l'année prochaine le film du siècle, etc. Je vais lui en parler. Il m'a dit ça au moins 5 fois et aucune nouvelle jusqu'au jour où il y a la première du Grand Blond avec une chaussure noire et au cinéma Marignan. Et à cette première, on me dit il y a Gérard Houry qui est présent, qui est venu exprès pour entendre votre musique. Bon, la projection se passe. Je ne vois pas Gérard Houry qui vient pas me voir, rien du tout. Mais 3 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone de la production de Bertrand Javal, qui produisait le film, qui me dit bon, Monsieur Houry voudrait vous rencontrer pour vous parler de son film qu'il est en train de tourner maintenant. Est-ce que vous pouvez aller à Orly, à l'aéroport, le rencontrer? J'y cours le mercredi, j'arrive, et puis il me dit voilà. J'ai pensé à vous parce qu'il y a le moment le plus important du film, c'est la danse de Funès qui vient à mon œil. Il me raconte la scène, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Il me dit, mais je cherche un compositeur pour cette musique-là et ce compositeur fera la musique de tout le film. Alors, j'ai pensé à vous, mais je dois d'abord vous dire que je suis allé voir Le Grand Blond avec une chaussure noire dont vous avez fait la musique il y a quelques jours, il y a 3 jours, et que j'ai pas du tout aimé la musique. J'ai dit, ah bon, vous n'avez pas aimé la musique, mais pourquoi? Il me dit, écoutez, c'est une musique à gimmick, c'est une musique à une couleur trop personnelle, trop originale. Moi, j'ai besoin d'une musique qui sort du cœur, me dit-il. Musique qui réchauffe les cœurs. On est à New York, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des juifs, il y a des turcs, il y a tout ce que vous voulez. Il faut une musique qui réunit tout ça et qui donne de la chaleur et de l'émotion. Et j'ai pas senti ça dans la musique du Grand Blond. J'ai dit, alors pourquoi vous m'avez appelé si vous n'aimez pas ma musique? Il me dit, mais je vous ai appelé parce que je connais rien à la musique et que je suis très ami avec François Reichenbach et qu'il m'a dit qu'il y a une seule personne qui peut faire la musique et que c'est vous. Alors, je suis ce qu'il me dit, mais je vous dis qu'il faut une musique complètement différente. J'ai dit, mais écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la flûte de Pan, je ne sais pas faire que ça. Je peux faire autre chose, je peux essayer de faire... il me dit, alors, essayez de faire une maquette de cette danse-là. Il me raconte bien la scène, minutée, et j'enregistre une maquette. Quand je dis une maquette,
c'est pas vrai, parce que j'ai enregistré, on m'a mis à disposition un grand orchestre et j'ai enregistré la danse telle qu'elle est actuellement dans le film. Oui, et Donc, De Funès est venu, en plus, vous avez été choisi, et De Funès est venu chez vous. une fois que j'ai été choisi pour faire la musique, donc De Funès est venu pour apprendre la danse, puisqu'il fallait apprendre la chorégraphie et tout ça, et moi j'étais au piano et je travaillais avec lui, avec le chorégraphe Ilan Zawi, et on a travaillé ça pendant plusieurs semaines pour voir tous les pas, et c'était extraordinaire parce qu'on ne voyait à aucun moment d'où sortirait la drôlerie de cette danse. J'avais l'impression qu'il apprenait des pas, mais on ne voyait pas les gimmicks, les mimiques qui faisaient tout ce qu'il apportait, tout ce que j'ai vu après au tournage du film. Je l'ai découvert à ce moment-là, pas pendant les répétitions. Pendant les répétitions, il était comme un petit élève qui est en train d'apprendre chaque pas et chaque chose. Mais après, sur le jour du tournage, on a fait 5 prises de cette danse-là, et il y avait tellement de choses extraordinaires et différentes, parce que chaque prise était différente, c'était spontané, mais spontané dans une préparation d'acier, quoi. Voilà. Et vous avez touché à tous les genres, la preuve, cette mélodie. La bande originale de Diva, de Jean-Jacques Benex, qui vous a valu d'ailleurs un César de la musique. Oui. Et ça a été inattendu parce que Benex, personne ne le connaissait. Mais vous le connaissiez à l'époque, Vladimir Cosma. Oui, je le connaissais, puisque d'abord, je tiens à dire que le thème que vous faites, c'est un thème d'Alfredo Catalani, tiré d'un opéra qu'il avait fait, qui s'appelle La Wally, dont j'ai fait les arrangements, etc. Bon, maintenant, j'avais connu Benex parce qu'il était l'assistant de Claude Zidi sur L'aile ou la cuisse. J'ai fait pour Claude Zidi peut-être 13 films. Ouais. C'est un des metteurs en scène pour lequel j'ai le plus travaillé, avec lequel j'ai eu le plus de succès, mais dont on parle moins que de Gérard Houry ou de Pinotto ou de tout ça. Mais la cuisse, les soudoués en vacances, tout ça, c'est on va en parler tout à l'heure, justement. Voilà. Oui. Et donc, Benex vient vous voir et veut faire le film. Benex, je le connaissais comme assistant, et il me disait tout le temps pendant les films qu'on faisait pour Zidi ou pour des grands metteurs en scène, il disait, tu vas voir, là, ce qu'on fait, c'est mineur, c'est pas très intéressant. Mais moi, je suis en train de préparer un film, et quand j'arriverai à le monter, j'aimerais savoir si tu es d'accord de faire la musique. J'ai dit oui, bien sûr, tout en pensant pas qu'un jour, il fera un film, parce que des assistants qui vous parlent de leur prochain film, qui va être comme ci, qui va être comme ça, j'ai souvent entendu, et ça s'est rarement avéré, ça s'est jamais concrétisé. Et puis un jour, je reçois un coup de fil, il me propose un court-métrage dont il va faire la musique, Le chien de monsieur, dont il va faire le tournage, Le chien de monsieur Michel. Donc, je l'ai aidé, j'ai fait le court-métrage, et par la suite, il a réussi à avoir la commande de Diva, de la part des Zilberman, d'Irène et Serge Zilberman, 2 grands producteurs de l'époque qui avaient acheté les droits de ce livre, et ils croyaient dur comme fer dans cette histoire policière, et ils essayaient de trouver un metteur en scène et des acteurs, faire le casting. Alors, ils ont essayé, ils ont cherché tout le monde, Boissé, Molinaro, toute la panoplie des vedettes du cinéma de l'époque, et tout le monde refusait pour une raison ou une autre. Après, ça a été avec les acteurs, la même chose. C'était Piccoli qui devait jouer, c'était Jessie Norman qui devait jouer devait faire la chanteuse. Enfin, ça a été pendant 1 an une recherche de casting qui n'aboutissait à rien, et la seule personne connue qui était là et qui restait, c'était moi, avec la musique. Mais j'étais sûr que le film ne se ferait pas. Il s'est fait. Quand un jour, en plein mois d'août, je reçois un coup de fil de Benex et de la production qui doivent commencer le tournage maintenant dans 1 semaine. Et
Je suis allé à Londres pour enregistrer l'air de La Wally, puisqu'à Paris, on ne pouvait pas enregistrer. Et voilà, c'est devenu un film culte qui a lancé un ton nouveau dans le cinéma français, un peu publicitaire, avec des images très, très spéciales. Et c'est aussi un très, très, très grand succès musical. Alors, grands succès musicaux, il y en a beaucoup. On en parle avec une date, le 15 octobre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Cosma. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vladimir Cosma. Donc, 15 octobre 2021, le premier de 3 concerts au Grand Rex où vous dirigez vos musiques de films. Alors, c'est presque devenu une tradition. Vous avez commencé un peu par hasard, sans imaginer que vous en feriez autant, Vladimir Cosma. Absolument, absolument. Je ne me voyais pas en vedette sur scène devant des milliers et des milliers de gens. Et je commence à être rompu à ce genre d'exercice puisque je le pratique depuis 20 ans, sinon plus. Mais je n'ai jamais cherché ça. C'est venu un peu, j'ai été contraint et forcé par le public lui-même qui m'a demandé au premier concert que j'ai eu, qui était à Nanterre avec l'orchestre de l'Île-de-France. Je me rappelle, je me disais, mais qui va venir pour voir un concert de musique de film avec Vladimir Cosma qu'on n'a jamais vu? Je suis toute la journée confiné devant mon papier de musique et tout ça. Et la salle était archi pleine et il y avait 2 cars qui étaient venus de Strasbourg pour me voir. Je me dis, mais c'est la folie, ça. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis, ça m'a encouragé. Si vous voulez savoir exactement l'origine de ça, comment j'ai commencé, c'était Monsieur Charles Pasqua, si vous vous rappelez, oui. qui était le grand Manitou de l'Île-de-France. Il avait une place très importante, je ne me rappelle pas laquelle, qui m'appelle un jour, il me dit, voilà, on va ouvrir un nouveau théâtre des Amandiers, etc. On voulait faire une soirée exceptionnelle avec l'orchestre symphonique de l'Île-de-France. J'aime beaucoup vos musiques. Est-ce que vous pouvez faire un concert avec vos musiques de film avec l'orchestre symphonique? Je dis, écoutez, je ne peux pas, parce que je n'ai pas de répertoire. Mes musiques sont très variées, sont écrites une fois pour flûte de Pan, une fois pour un chanteur de rock, une fois pour une flûte péruvienne. C'est des musiques très, très particulières, parce que j'ai pris le parti de varier, de faire que chaque film ait une couleur à lui personnelle et spécifique, ce qui fait que je change d'orchestre chaque fois. Alors, pour donner un concert avec un grand orchestre symphonique, il faut réorchestrer tout ça, il faut refaire et une musique de film n'est pas une musique de concert. Il faut lui donner une forme concertante. Et ça prend beaucoup de temps. Il me dit, combien de temps ça vous prend? Je dis, ça me prend 8 mois et tout ça. Et combien ça coûte? Dit-il, très pragmatique. Je lui dis, ça coûte 100 000 francs. Bon, écoutez, je vous donne les 100 000 francs, faire les arrangements, faire tout ça. Et j'ai dit, mais pour 100 000 francs, je ne pourrais faire que 2 tiers de concert. Parce que pour faire le tout, c'est plus compliqué, etc. Donc, il me faudrait 2 ans. Donc, faites un premier quart d'heure, 20 minutes avec une petite formation, autre chose. Et moi, je viendrai avec l'orchestre en deuxième partie et je ferai 1 heure de concert. Et voilà comment ça a commencé. Il a été très fair-play, très, très généreux dans sa démarche. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et par la suite, ça n'a pas arrêté. Et je n'arrête pas d'enrichir mon répertoire en l'écrivant tout le temps, parce que c'est facile de dire jouer ma diva, mais diva, on ne peut pas la jouer si on ne la réécrit pas. Ou le Grand Blond. Vous écoutez maintenant la musique du Grand Blond, c'est devenu comme une espèce de partie d'oratorio, avec des chœurs, avec de l'orchestre, avec des... voilà, et tout ça me prend du temps. Bientôt, je donne un concert avec un orchestre de chambre où je suis avec 15 musiciens. Il faut réécrire tout ça
pour 15 musiciens, c'est beaucoup de temps. Et Oui, c'est et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et il y a un double CD d'ailleurs qui réunit ces morceaux de concert, toutes ces mélodies. Alors vous en avez fait 500 d'après mes calculs. Comment on choisit celles qui peuvent être transformées en symphonie, Vladimir Cosma? Mais écoutez, on les choisit, c'est très difficile de les choisir parce que je veux donner un concert varié, c'est-à-dire avoir pas uniquement une succession d'énormes tubes. Je voudrais faire découvrir aussi au public des choses qu'ils n'ont pas entendues, mais pas trop, ouais, pour qu'ils viennent pas et qu'ils entendent autre chose que ce qui... Donc, en priorité, je fais des concerts dans lesquels je mets les titres qu'on ne peut pas éviter. Je ne peux pas ne pas jouer la boum, le Grand Blond, le Rabbi Jacob, la chèvre, le Père Noël est une ordure, etc., etc. Donc j'arrive à presque faire un double de ce que comme temps possible pour les concerts. Après, j'essaye d'élaguer, j'essaye de mettre quelque chose de nouveau. C'est difficile, mais c'est faisable. Voilà. Et une autre musique. C'est des concerts longs. Oui, mais c'est des concerts qui durent 2 heures. Oui, mais enfin, le public vient et il est content, c'est l'essentiel. Et il y a une autre musique de film aussi qui est importante pour vous et qui a une histoire, c'est celle-ci. Le château de ma mère, mise en scène par Yves Robert. Et Pagnol, vous avez pu avoir l'autorisation même de monter un opéra grâce à Jacqueline Pagnol, la veuve de Marcel Pagnol, qui faisait partie de vos fans, je crois, Vladimir Cosma. C'est Marcel Pagnol qui faisait partie d'abord de mes fans, que j'ai rencontré d'ailleurs dès son vivant avec Yves Robert, parce qu'il aimait beaucoup la musique que j'avais faite pour les aventures de Michel Strogoff. Et il m'a écrit un jour qu'il aimerait bien avoir le disque, etc. Je l'ai rencontré, il était très friand de ça, sans aucune espèce de perspective de quoi que ce soit. Bon, après, ça a été Yves Robert qui a voulu faire la gloire de mon père, le château de ma mère. Il a mis longtemps, près de 20 ans, 25 ans. 25 ans, parce que Marcel Pagnol s'opposait. Tant qu'il était vivant, je me rappelle, j'étais à une rencontre entre eux, et Yves a essayé de le convaincre, et Pagnol lui a dit: mais mon cher Yves, vous savez bien que si on avait pu faire des films de mes souvenirs d'enfance, je les aurais fait moi-même. Je les ai pas faits parce qu'il n'y a pas d'histoire. Ils vont en vacances, on revient de vacances. On part en vacances, on revient de vacances. On ne peut pas faire 2 films avec un sujet aussi mince. Tout est dans les mots, tout est dans... Bon, il n'y croyait pas lui-même. Quand il est mort, sa femme, Jacqueline Pagnol, a subi de nouveau les assauts d'Alain Poiret avec Yves Robert, qui ont recommencé à vouloir faire la gloire de mon père. Et elle s'est laissée convaincre, surtout grâce au succès de Jean de Florette et tout ça. Bon. Donc, ils ont accepté de faire les films. C'est comme ça que les 2 films ont été faits. Et voilà que... on part en vacances, on vient de vacances, ça fait 2 films superbes. Voilà. Et avec la voix de Jean-Pierre Darras comme conteur. Voilà, comme conteur. Les mots de Pagnol sont là, presque inchangés. Et il y a des mystères, il y a des choses dans l'art qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Même Pagnol s'est trompé. Ouais. Et puis il y a aussi des succès de chansons qu'on ne peut pas expliquer. Guy Marchand ne l'a jamais compris quand cette chanson est devenue un succès. Destinée, on était tous les 2 destinés à voir nos chemins. Là aussi, c'est du Vladimir Cosma. Et là aussi, donc c'est un film de Claude Zidi, Les Oui, Soudoués. ça... Et Guy Marchand ne croyait pas du tout en cette chanson, Vladimir Cosma. C'est pas qu'il ne croyait pas. Guy Marchand aime le jazz, aime les musiques de... Il se croit un chanteur de jazz et chanteur de tango, vous voyez. Alors qu'il n'est chanteur ni de l'une ni de l'autre. C'est un très bon acteur, mais bon... Alors, dans ce film, il jouait le rôle d'un chanteur ringard. Et il est venu... Alors, moi, j'ai fait une chanson, par contre, que je considérais comme belle, comme tout ce que je fais. Je vous ai dit, je n'aime pas à la manière d'eux, les pastiches, tout ça. Alors que lui, il la prenait pour un pastiche. Il disait, bon, ben, tu as fait un slow ringard, là. Il dit, non, j'ai pas du tout fait un slow ringard, j'ai fait
une pièce qui me plaît et je te prie de la chanter avec tout ton cœur, très simplement, ne pas faire le crooner, ne pas exagérer les sentiments. Et il faisait tout le contraire, c'est-à-dire il faisait une charge pas possible à l'enregistrement, au point que je me suis arrêté, j'ai dit, mais je ne peux pas continuer comme ça, parce que je ne vois pas du tout cette chanson interprétée comme ça. On va appeler Claude Zidi, et il va trancher, mais moi, je ne signe pas une musique signée, chantée comme ça. Bon, on a appelé Zidi, je lui ai dit ce que je viens de vous dire, et Zidi, ben, pas seulement, écoutez, il a eu Guy Marchand, il lui a dit, écoute, fais ce qu'il te dit, chante-le de tout ton cœur, chante-le comme il faut, ne fais pas de charge. La charge, on l'a fait quand tu joues, mais là, tu chantes une chanson. Il lui a dit exactement avec ses mots, avec son autorité de metteur en scène, ce que je lui avais dit, et j'ai réussi à faire la chanson. Mais nos rapports sont un peu abîmés. C'est-à-dire qu'il refuse de chanter la chanson. Oui. Vous l'appelez à la radio, vous faites émission avec lui, vous lui demandez ça, il fuit comme la peste. Oui, remarquez, d'autres n'ont pas fui, comme Le Père Noël est une ordure, c'est que le film est aussi connu grâce à cette chanson. Voilà, un an plus tard, on a voulu pour Le Père Noël est une ordure, comme la chanson qu'ils avaient choisie avec Julio Iglesias, ils n'ont pas pu avoir les droits. Ils m'ont appelé, je faisais la musique du film, mais pas la chanson, qui devait être Iglesias. On m'a appelé en catastrophe. On me dit, Vladimir, tu n'as pas une chanson qui pourrait remplacer ça. On doit faire ça. On est en plein mixage et qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors j'ai pensé immédiatement à Destiné, qui était l'idéal pour cette scène. Alors, je ne pouvais pas prendre la décision toute seule. J'ai appelé Zidi, j'ai appelé Guy Marchand et tout ça, et ils ont tous accepté. Donc la chanson s'est trouvée pour une deuxième fois dans un film, et pour la deuxième fois en top des ventes. Donc c'est 2 fois qu'elle a battu des records de vente et de succès. Grâce à vous, Vladimir Cosma, vous êtes un mélodiste, et c'est une denrée de plus en plus rare aujourd'hui d'être mélodiste. On fait des sons et plus de musique, et vous continuez peut-être aussi, alors que vous pourriez arrêter, parce que vous avez ça et parce qu'il y a encore plein de mélodies à faire. Écoutez, je n'ai jamais rien compris, cette histoire de pourquoi on a arrêté de faire des mélodies, pourquoi depuis 20 ans ou 25 ans, il n'y a pas une musique de film ou un truc de télévision ou autre chose où on retient quelque chose, où on se dit, voilà, c'est une musique comme Francis Lay a fait, comme d'autres compositeurs ont fait. Tout d'un coup, on dit, il n'y a pas de mélodie. Y a pas. Bon, on dit que les metteurs en scène ne veulent pas de mélodie parce que ça vient en contrepoint de leur sujet. Or, ce problème existait aussi quand j'ai composé. On essayait de me faire de la musique de film, entre guillemets. Et je déteste la musique de film. J'ai toujours essayé de faire de la musique de film sans faire de la musique de film, de faire de la bonne musique tout court. Et c'est pour ça que ça a marché, et c'est pour ça que le public est là, que vous faites des concerts. Le 15, 16 et 17 octobre, ce sera au Grand Rex. Il y en aura d'autres derrière. Et puis continuez le plus longtemps possible, Vladimir Cosma, parce qu'on a besoin de vos musiques. Écoutez, merci. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Ah ben c'est passé très très vite. Là. Oui, 1 heure avec vous. Ben, vous reviendrez quand vous voulez, parce que vous êtes comme nous parlons vrai, vous aussi. D'accord. Merci, à bientôt. Merci Vladimir Cosma. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.